Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui, samedi 25 novembre 2023, dans une condition très particulière, à la suite du drame du stade d'Ornano, où nous déplorons, nous disons de façon claire, nous déplorons un certain nombre de comportements, déjà le comportement du gouvernement pendant le déroulement de ces événements extrêmement malheureux, et ensuite le silence observé par plusieurs acteurs politiques sur cet événement, pour lesquels, à mon avis, au-delà de la responsabilité ou des responsabilités qui peuvent être établies au niveau du stade d'Ornano, il faut reconnaître, et il faut que nous reconnaissons qu'il y a une responsabilité collective. Quand je dis collective, c'est au niveau des acteurs politiques, au niveau des gouvernants et au niveau des Congolais. Encore une fois, nous allons commencer par soutenir les familles éprouvées qui vivent ces événements dans leur chair. Et nous comprenons, parce que pour ce qui est des décès, il n'est pas toujours facile à un père, à une mère, d'enterrer un enfant. Et c'est ça l'une de nos préoccupations. Maintenant, revenons à la situation. Nous avons choisi de rentrer en méditation, d'analyser profondément les causes de ces événements, d'autant que nous reconnaissons que notre jeunesse est extrêmement nombreuse. C'est un bon atout pour le développement de ce pays. 75% de notre population est jeune. Mais l'autre aspect important qui nous préoccupe, cette jeunesse est sacrifiée. Pourquoi l'avons-nous sacrifiée? Et au moment où il y a ces événements, au-delà de la douleur, il faut que nous pensions à l'avenir. Il faut que nous ayons le courage. Je me rappelle de ce que les Congolais n'ont pas tenu leur parole. Parce qu'à la conférence nationale, on s'était posé beaucoup de questions. Et après s'être posé ces questions, on avait dit plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. On devrait dire à l'endroit des jeunes, prendre un engagement pour dire plus jamais ça. Mais pour essayer d'approfondir notre méditation, nous avons choisi de rappeler un certain nombre de faits qui marquent l'histoire de notre pays. Il vous souviendra que nous avons été à la conférence nationale en 1991. Nous avons adopté la Constitution du 15 mars 1992. Et je crois me rappeler que dans cette Constitution, nous avions tenu à relever avec force qu'on devait interdire l'existence des milices privées dans ce pays. Mais nous savons en réalité comment ça s'est passé. Nous, les acteurs politiques, nous avons choisi de créer des milices. Nous savons où ça nous a amené. Les victimes, c'est les jeunes. Nous avons encore sacrifié la jeunesse. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. La conférence nationale avait analysé profondément le fait que la dette constituait un lourd handicap pour le développement de ce pays. Des démarches ont été menées auprès des institutions financières internationales qui ont abouti en janvier 2010 à l'annulation, sinon la réduction significative de la dette congolaise qui a été ramenée à pratiquement 25% du produit intérieur brut. Cela ouvrait des bonnes perspectives pour le développement de ce pays. Malheureusement, nous avons choisi, avec notre mauvaise gouvernance, de nous replonger dans le gage de nos ressources naturelles, dans la recherche des préfinancements. Et notre dette a commencé à partir des années 2017 à dépasser le seuil communautaire de 70%. Et aujourd'hui, notre dette est devenue pratiquement insoutenable. La conséquence est claire, c'est le sacrifice de la jeunesse. Au-delà de ça, de 2005 à 2014, nous avons enregistré des excédents budgétaires dus à la belle situation de la hausse des cours du pétrole, du baril du pétrole. Et qu'est-ce que nous en avons fait? Nous avons entendu dire que ces excédents devaient être logés dans un compte à la Banque centrale.
D'aucuns ont même parlé d'un compte de réserve pour les générations futures. Certains analystes estiment le montant de ces excédents à 14 000 milliards de francs CFA. Un engagement avait été pris par les gouvernants pour qu'un audit soit réalisé chaque année et que cet audit soit rendu public. Depuis 2006, aucun audit n'a été réalisé. Conséquence, les 14 000 milliards se sont évaporés. La jeunesse est encore sacrifiée. Monsieur le Président, plus de 3000 questions sur Internet et sur WhatsApp. Donc, on en a sélectionné quelques-unes. Comment vous allez faire? Ah bon. On va en poser quelques-unes. La première de Karine Wesso. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Nous avons pris l'option, semble-t-il, d'exécuter un projet de société que l'on appelle En marche pour le développement, tout en nous disant qu'on ne peut pas à la fois rechercher le développement et tolérer la corruption. Dans la pratique, qu'est-ce que nous avons vécu? C'est la corruption, c'est la fraude, c'est le népotisme. Et nous avons fait des déclarations pour dire qu'en ce qui concerne les délits économiques, tout passera par la nasse du droit et de la justice. Il n'y aura ni gros poisson, ni menu traiteur. Seule la justice prévaudra. Aujourd'hui, que de scandales économiques et financiers, que de l'argent a été détourné. Les chiffres vous donnent le tournis. Si Congolais détiendraient 5 500 milliards dans les paradis fiscaux, on aurait débloqué de l'argent pour une route imaginaire de 137 km. Je voulais vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de tonnage. Non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour la mesure des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. Notre compatriote Alphonse Mabousso, à qui je pense régulièrement, a donné la démonstration que 130 000 milliards sont planqués dans les paradis fiscaux au nom de quelques privilégiés. Et assez souvent, on nous parle de précarité des moyens, alors que nous avons les moyens. Encore une fois, ce sont les jeunes qui sont sacrifiés. Parce qu'aucun gouvernant n'a été mis en cause dans cette gestion chaotique. Et malheureusement, nous vivons ce que nous avons à vivre. Et on peut continuer comme ça à faire la liste de ces situations. Le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Sur le terrain, il n'y a absolument rien qui ne se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs politiques ont choisi la voie de sacrifier la jeunesse, ont choisi la voie de protéger ceux qui se sont enrichis de manière illicite, qui considèrent que cet argent est devenu leur propriété. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'on a fait? Puis on a poussé la population dans la misère, on a poussé la population dans la pauvreté. Et de façon synthétique, cela se présente comment? Un chômage fortement endémique, des jeunes toujours à la recherche de l'emploi, un emploi qu'ils ne trouvent pas, un niveau de pauvreté extrêmement élevé, la corruption, je l'ai évoqué, on ne peut pas y revenir, la baisse du pouvoir d'achat. Et lorsqu'on regarde un certain nombre de secteurs, comme l'enseignement, comme l'éducation, comment comprendre que dans un pays comme celui-ci, on ait des classes où les enfants s'asseyent à même le sol, sans table-banc, dans un pays pétrolier, dans un pays forestier. Et on regarde. Le drame du stade d'Ornano interpelle tout le monde. Le drame du stade d'Ornano interpelle les gouvernants.
interpelle les acteurs politiques, interpelle les Congolais qui ont choisi d'être silencieux et qui doivent apprendre que lorsqu'on est silencieux, voilà ce à quoi on aboutit. C'est pour ça que la question à laquelle on se pose, comment devons-nous faire pour que cela n'arrive plus jamais? Que devons-nous faire pour que cela n'arrive plus jamais? Et c'est là que je m'adresse particulièrement aux gouvernants. Je leur dis, la mauvaise gouvernance a suffisamment duré. Elle a causé suffisamment de dégâts. La situation du stade d'Ornano en est un. Et ça ne peut pas perdurer. On ne peut pas continuer sur cette voie. Comment l'arrêter? Les gouvernants doivent ne plus être silencieux sur ce qu'ils savent. Et ce qu'ils doivent faire, c'est quoi? C'est se lever, se mettre debout pour la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Il est inconcevable, et ils le savent en pleine conscience, que si Congolais puissent détenir 5 500 milliards, comment auraient-ils fait? Il y a à titre d'exemple pour que les Congolais comprennent mieux ce que je suis en train d'évoquer. La reine Élisabeth d'Angleterre, après 70 ans de règne, a laissé une fortune colossale à sa mort. Mais cette fortune colossale a été évaluée à près de 371 milliards de francs CFA, alors qu'au Congo, on trouve des hommes politiques qui ont des fortunes de 2000 milliards de francs CFA. Comment ont-ils fait? Comment ont-ils obtenu? D'ailleurs, à travers les réseaux sociaux, les Congolais ont pu découvrir que le président Ali Bongo gagnait 270 millions de francs CFA et qu'après ces 2 ans, après ces 2 mandats de 14 ans, il aurait dû encaisser 45 milliards. Pour vous dire qu'on ne doit pas bien se sentir dans sa peau lorsqu'on apprend de tels drames et lorsqu'on se sent en partie responsable. Et la responsabilité là appartient au gouvernement. Parce que le gouvernement ne peut pas être silencieux. Il doit tout mettre en œuvre pour la récupération des 5 500 milliards, parce que c'est de l'argent qui est véritablement sorti du trésor public. Mais on ne s'arrête pas là. Les 14 000 milliards d'excédents budgétaires, qu'est-ce qu'on en fait? C'est les gouvernants eux-mêmes qui avaient dit que les excédents budgétaires devaient être déposés dans un compte ouvert à la Banque centrale, que chaque année, un audit devait être fait et que cet audit devait être rendu public. Que les gouvernants expliquent aux Congolais, expliquent aux jeunes où est passé cet argent, où sont passés les 14 000 milliards et pourquoi depuis 2006, aucun audit n'a jamais été fait. Ça ne peut pas perdurer. Ça ne peut pas perdurer. Comme vous le savez, le 12 août 2006, le président de la République, devant le Parlement réuni en Congrès, annonçait l'ouverture d'un compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, afin de déposer pour le compte des générations futures les recettes excédentaires issues de l'augmentation de la production pétrolière et du fait de la forte hausse du cours du pétrole sur le marché international. Ce compte, qui a toujours été alimenté, avait engrangé au cours des 10 premières années un dépôt estimé à 14 000 milliards de francs CFA, soit environ 25 milliards de dollars américains. Ce montant a été confirmé par des interventions des officiels congolais, y compris le président de la République lui-même. Or, à ce jour, cette épargne destinée aux générations futures serait portée disparue, sans même que les générations présentes n'en soient informées ni rassurées de sa bonne gestion. Plus aucune autorité constituée de la République du Congo n'en évoque l'existence actuellement. Notre compatriote Alphonse Maboussou a fait la démonstration claire que au Congo, il y a 130 000 milliards, 133 000 milliards de francs CFA qui sont plantés dans les paradis fiscaux. Nous avons eu l'occasion de présenter au Sénat ce haut lieu de démocratie française le 15 avril devant un auditoire prestigieux et très attentif. Tenez, aujourd'hui, il est question
nous avons pu recenser de 2001 à 2022. Nous sommes allés dans les archives, dans la documentation économique du Congo-Brazzaville, et nous avons pu recenser 222 milliards de dollars, l'équivalent de 208 milliards d'euros, ou encore 94 450 milliards de francs CFA, qui se trouvent entre les mains d'une famille, des dignitaires du Parti congolais du travail et leurs associés, planqués dans les paradis fiscaux, les bas de laine, les églises et les cimetières. Et ces montants sont loin d'être exhaustifs parce qu'il y a d'autres scandales qui méritent d'être élucidés peut-être au fur et à mesure de nos enquêtes. Pendant que les Congolais, les jeunes Congolais sont à la recherche de l'emploi, pendant que les Congolais veulent de l'amélioration de leurs conditions de vie, pendant que les retraités veulent qu'on paye leurs arriérés, leurs arrérages et qu'on règle le problème de l'indice à 300, pendant que les étudiants boursiers ont 3 ou 4 ans d'arriérés de bourse, pendant que dans certaines mairies, il y a des travailleurs qui cumulent 110 mois d'arriérés, pratiquement 11 ans, 10 ou 11 ans d'arriérés. Non, on ne peut pas continuer. Et je crois, dans la méditation que nous faisons, les gouvernants sont interpellés pour qu'ils mettent tout en œuvre pour la récupération de cet argent. Il ne leur sera plus permis de déclarer publiquement qu'il y a la précarité des moyens au Congo, parce que ce sont eux qui détiennent ces moyens et ce sont eux qui ont choisi de protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite. Je me tourne vers les jeunes en disant, jeunes, vous êtes notre avenir. C'est un atout formidable pour l'avenir de ce pays. Il n'y a aucune raison que nous continuions à rester silencieux sur cette situation. Nous ne voulons plus vivre ce que nous avons vécu au stade d'Ornano. Nous ne voulons plus vivre ce que nous avons vécu avec cette image de ce jeune qui court après sa mère, qui est emportée par les eaux. Et tous les deux finissent par trouver la mort, tout simplement parce qu'on prétend dire qu'il n'y a pas de moyens financiers. C'est en ça, chers téléspectateurs, chers compatriotes, que je suis touché au plus profond de moi. Après avoir présenté les condoléances aux familles éprouvées, après avoir eu et en continuant à avoir une pensée particulière pour ceux qui ont été blessés, qui ont subi des traumatismes à cause de ces faits, je ne peux pas rester silencieux. Et j'interpelle le gouvernement pour que plus jamais, cette situation ne soit revécue au Congo. Mais pour l'instant, les gouvernants doivent prendre les mesures pour que l'argent qui a été dilapidé du trésor public, pour que l'argent qui devrait être récupéré parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas la loi, qui ne déclarent pas leur patrimoine, cet argent doit être récupéré et remis au service du développement du Congo, au service de l'amélioration des conditions de vie, au service de la résolution des défis et des problèmes des jeunes et que nous puissions aller de l'avant. Chers compatriotes, je suis très ému et très touché au fond de moi. Ce que nous avons vécu est inacceptable. D'autant, et je tiens à le relever, au moment où je fais ce message, je déplore que, à travers nos médias, et je le dis avec force, j'ai appris que le président de la République s'est déplacé pour aller assister à une réunion internationale en Guinée équatoriale. C'est vrai, c'est des engagements qui ont été pris, mais le drame que nous connaissons, le malheur qui nous frappe, exigeait, selon moi, que les plus hautes autorités du pays soient sur le territoire national pour réfléchir et voir comment on doit résoudre et comment on ne doit plus y retomber. Chers téléspectateurs, c'est par là que je termine. Et j'espère que la semaine prochaine, samedi prochain, j'aurai un sujet sur lequel nous allons revenir et où j'aurai moins d'émotions. Mais pour terminer encore cette émission Grand Angle,
je tiens une nouvelle fois à présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées, à prier le Seigneur pour moi qui suis catholique, pour leur donner le courage, pour nous donner le courage de surmonter cette dure épreuve, mais de nous donner le courage également que nous prenions conscience de ce que nous avons les moyens de rebondir et que nous pouvons, avec le courage et la volonté, nous en sortir. Merci beaucoup pour votre aimable attention et à la prochaine.